Qui était Eyadema? Dans les archives de la France, il est engagé en 1953 dans l'armée coloniale française au Dahomey, actuel Bénin sous le nom Eyadema, prénom Étienne, et comme date de naissance il est né vers 1930, père et mère inconnus. Le pays de provenance est le Tchad. À la place de signature il a posé son empreinte digitale car ne sachant ni lire, ni écrire. Il est retourné au Dahomey après les guerres où il a servi durant une dizaine d'années en Indochine, en Algérie et au Niger comme cuisinier avant d'être envoyé avec d'autres compagnons au Togo en 1962 avec le grade de sergent-chef. Avec des compagnons démobilisés, il participe le 13 janvier 1963, à l'assassinat de Sylvanus Olympio, le premier président démocratiquement élu et père de l'indépendance et de la nation togolaise. Les putschistes et leur commanditaire français, Jacques Foccart, remplacent Sylvanus Olympio par Nicolas Grunitzky, mais Eyadema est déjà l'homme fort du régime. Il écartera Grunitzky le 13 janvier 1967 et prendra officiellement le pouvoir 3 mois plus tard, le 15 avril, devenant président de la République togolaise. Issu d'une modeste famille paysanne protestante, Étienne Eyadema, ses deux prénoms, sous lesquels il se fera appeler jusqu'en 1974, avant finalement d'escamoter le prénom chrétien, Gnassingbé, son nom de famille, serait né le 26 décembre 1935 à Pia, dans le nord du Togo, de Gnassingbé et de Ndanida. Il perd ainsi son père très tôt, qui aurait succombé après avoir été passé à tabac à la suite d'une altercation avec des éléments de l'armée coloniale, les fameux Abongo Soja, dirigés au moment des faits par un certain Alpha Wissi, originaire de la même région que Gnassingbé, dans des circonstances obscures. Après la mort de son père, Eyadema s'inscrit à l'école primaire évangélique de Pia, où il ne dépassera pas le cours élémentaire. À la suite de l'indépendance politique du Togo et à la fin de la guerre d'Algérie, Eyadema et d'autres combattants indigènes de l'armée coloniale sont démobilisés et rentrent dans leur pays d'origine, nouvellement indépendant en 1962. C'est à partir de l'accident d'avion de Sarakawa, village non loin de Pia, le 24 janvier 1974, dont le général Eyadema sortit indemne, que le régime s'est radicalisé, mêlant violence brutale, sacralisation du détenteur du pouvoir, obsession sécuritaire, corruption endémique et arbitraire, soutenue par une constitution taillée sur mesure adoptée en décembre 1979. Terreur, clanisme et prédation. Le régime d'Eyadema est à l'image de son accession au pouvoir, un régime de terreur, marqué par la violence, les menaces à l'encontre des opposants, les tortures, les enlèvements, les disparitions forcées. L'armée a toujours joué un rôle prépondérant dans le maintien de cette dictature, jusqu'au coup d'État de Fort Gnassingbé en février 2005. Le régime d'Eyadema comptait 13 000 militaires à la fin des années 1990, soit un soldat pour 300 habitants, tous commandés par l'entourage et la famille d'Eyadema, recrutés en très grande majorité parmi la population kabyle du nord du pays, la région d'Eyadema. Tout au long de son règne, un véritable culte de la personnalité est voué au dictateur, statues et affiches à son effigie, chants religieux laudateurs. Déjà, il tisse sa toile affairiste, soigne ses réseaux mafieux, commence à accumuler, sur le dos du peuple togolais, une insolente fortune. Avec les alliés, le général président est généreux. Souvent, ses audiences sont ponctuées de gratifications. Ces mallettes de billets alimentent les caisses noires de partis politiques français et les correspondants étrangers complaisants sont récompensés par les généreuses enveloppes qui les attendent à la présidence. À ses adversaires, Gnassingbé et Eyadema livrent au contraire une guerre sans merci. Il règne par la terreur, les assassinats, les disparitions et la torture, au point que 300 000 Togolais choisissent l'exil. Sur la scène africaine, à la demande de Paris, le dictateur joue les bons offices dans des crises mineures, drapé dans la sagesse que sa longévité politique est censée lui conférer. En coulisses, il est de toutes les sales manœuvres. Lorsque s'annonce la chute de Mobutu, au Zaïre, le Togo devient, avec le Burkina Faso de Blaise Compaoré, l'une des plaques tournantes du trafic d'armes européennes destinées à l'UNITA, en Angola. Au passage, le général Eyadema prélève sa dîme et c'est Jonas Savimbi lui-même qui lui fait parvenir des diamants du sang,
comme en atteste un rapport onusien. Au tournant des années 1990, le peinturlurage démocratique du régime, encouragé par la Mitterrandie, ne dure pas. En 1991, les chars lâchés dans les rues de Lomé mettent brutalement fin à l'expérience du multipartisme discipliné et contrôlé. Grèves et manifestations sont réprimées dans le sang et Gnassingbé Eyadema fait tirer sur les bureaux du Premier ministre que lui a imposé la conférence nationale. Le dictateur reprend la main. Le clan Eyadema se livre à un pillage massif des ressources du pays, en particulier les revenus de l'exploitation du phosphate. Clanisme et népotisme sont la règle, tous les postes clés de l'administration et de l'économie sont occupés par un parent ou un proche. Cette prédation des richesses, assortie d'une gestion désastreuse de l'économie nationale, conduit progressivement le pays à la ruine. Le Togo, un temps qualifié de « Suisse de l'Afrique », grâce à ses nombreuses ressources naturelles, phosphate, café, cacao, est soumis dès le début des années 1980 au plan d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. On assiste alors à une paupérisation alarmante de la population. Pendant 38 ans, le régime se maintient dans l'indifférence absolue de la communauté internationale, rassurée et aveuglée par la stabilité incarnée par Eyadema. Il bénéficie surtout d'un soutien politique, économique et militaire sans faille de la France. Les expériences démocratiques écrasées. Suite au procès politique de 2 étudiants, de violentes manifestations ont lieu dans tout le pays en octobre 1990, causant plusieurs dizaines de morts. Eyadema est contraint de concéder le multipartisme et d'organiser en 1991 une conférence nationale souveraine, CNS, censée déboucher sur une transition démocratique. Mais le général essaie par tous les moyens d'en bloquer le fonctionnement, la division au sein même de l'opposition lui facilitant la tâche. Dès le début, le président togolais s'oppose à l'ordre du jour ainsi qu'aux orientations de cette conférence. L'armée refuse de soutenir les institutions de transition, notamment le Premier ministre Kofigo. La volonté de la CNS d'évincer Eyadema de ses prérogatives et de dissoudre le parti unique RPT amène l'armée à organiser un coup de force le 3 décembre 1991. À partir de cette date commence une période de troubles, durant laquelle l'opposition est victime de violentes répressions. Gilles-Christ Olympio, fils du premier président et principal opposant à Eyadema, échappe à une tentative d'assassinat le 4 mai 1992. Tavio Amorin, leader du Parti socialiste panafricain, est assassiné la même année. Eyadema est ensuite rétabli dans ses prérogatives et organise un référendum, à l'issue duquel la constitution de la République est approuvée à 99% des suffrages. En novembre 1992, les syndicats lancent un appel à la désobéissance civile. C'est le début d'une grève générale qui durera 8 mois. Les élections présidentielles et législatives censées se tenir durant la période de transition sont reportées au 25 août 1993 par les accords de Ouagadougou. Malgré les contestations internationales, Eyadema remporte le scrutin avec 96,49% des suffrages exprimés. L'Union européenne suspend sa coopération. Les élections, législatives ou présidentielles, qui sont organisées depuis la conférence nationale sont à leur tour discréditées par de graves irrégularités, du recensement à la distribution des cartes d'électeurs, en passant par le déroulement même du scrutin et la centralisation des résultats. Les membres de la famille d'Eyadema sont toujours placés au poste stratégique. Le RPT, parti au pouvoir, s'assure du contrôle des institutions nationales, ce qui lui permet de réformer les codes et la Constitution dans le but d'éliminer les possibilités pour l'opposition de s'imposer sur la scène politique. Les élections présidentielles de 1998 se déroulent suivant cette mécanique bien huilée. Alors que les bulletins des Togolais se sont massivement portés sur Gilles-Christ Olympio, l'armée interrompt le dépouillement pour l'organiser elle-même à huis clos. Eyadema est déclaré vainqueur. Les protestations sont, comme à l'accoutumée, violemment étouffées. Le chef de l'État togolais s'engage alors à respecter la Constitution, qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels.
Mais le Parlement supprime cette disposition afin de donner au dictateur la possibilité de se présenter une nouvelle fois. En mai 1999, Amnesty International publie un rapport accablant qui suscite la colère d'Eyadema, notamment parce qu'il dénonce plus de 100 exécutions extrajudiciaires commises par le régime. En juillet de la même année, Jacques Chirac, de passage au Togo, prend fait et cause pour le dictateur en déclarant, au sujet de l'enquête d'Amnesty International, qu'il s'agit, dans une certaine mesure, d'une opération de manipulation. Diverses modifications de la Constitution et du Code électoral verrouillent encore davantage le scrutin présidentiel de 2003. Une clause de résidence permet d'écarter Gilles-Christ Olympio, réfugié à l'étranger. Eyadema se représente à la présidence, contrairement à sa promesse solennelle. En France, l'association Survie lance sa campagne France au Togo, pour une politique respectueuse des peuples et fait pression sur les autorités françaises pour qu'elles refusent de cautionner une nouvelle mascarade électorale. En vain. Gnassingbé Eyadema meurt le 5 février 2005, victime des conséquences d'une crise cardiaque subie le matin même dans sa ville natale de Pilla, à bord du Boeing 707 présidentiel, qui l'a mené en France pour des soins appropriés. Son fils, Faure Gnassingbé lui succède dans un bain de sang. Il est réélu en 2010, à l'issue d'une nouvelle mascarade électorale, après avoir fait modifier la Constitution pour imposer le scrutin uninominal à un tour à la présidentielle. Le clan Eyadema est toujours au pouvoir au Togo et s'apprête à rempiler, à l'issue de la présidentielle du 15 avril 2015. Chez les enfants de Gnassingbé Eyadema, le président défunt du Togo, les frères, même père, même mère, sont rares. En revanche, les demi-frères et les demi-sœurs sont légion. Pas loin d'une centaine, s'il faut en croire les sources les plus généreuses. Bien entendu, le plus connu est Faure, le chef de l'État togolais depuis 2005. Mais du vivant de Gnassingbé Eyadema, Faure n'était pas assuré de lui succéder. Très tôt promis aux plus hautes fonctions, Faure Gnassingbé a travaillé son « image », adoptant le jargon de la globalisation libérale, affectant un profil technocratique plus policé que celui de son géniteur. Pourtant la fraude, le pillage, la répression, le recours aux milices restent les marques de fabrique de ce régime. La différence ? Le général Eyadema avait le sens du clan. Son fils fait tomber les têtes jusque dans le premier cercle. Accusé d'avoir fomenté un coup d'État en 2009, Pacha Gnassingbé, ministre de la Défense et demi-frère du président, a été condamné, en 2011, à 20 ans de prison. Il est pire que son père, assure Jean-Pierre Fabre, candidat de l'opposition aux élections présidentielles de 2010 et 2015. Ces mascarades électorales n'ont jamais apporté à Faure Gnassingbé ni l'assise ni la légitimité espérée. Alors le président togolais corrompt, manipule, entretient les tisons d'une crise politique qui menace aujourd'hui de le brûler. Depuis 2 mois, ni les promesses de transition démocratique, ni la répression féroce de forces de sécurité épaulées par des coopérants militaires et policiers français ne semblent en mesure d'endiguer la colère des Togolais. À l'origine, c'est Ernest, un aîné de Faure, qui semblait être le dauphin désigné. Militaire de carrière, Ernest était l'homme de confiance de Gnassingbé Eyadema dans les années 90. Face à une opposition requinquée par la chute du mur de Berlin, 1989, et le sommet de la Baule, 1990, Ernest aidait son père à garder le pouvoir par tous les moyens, y compris par la violence, répression des manifestations de l'opposition en 1991 et 1993, attentat contre Gilles-Christ Olympio en 1992. Mais Ernest Gnassingbé a été victime d'une attaque cérébrale qui l'a laissé hémiplégique. Depuis les années 2000, Faure est donc devenu le fils le plus en vue de la famille. Né en 1966, Faure a fait des études d'économie en France, Paris-Dauphine, et aux États-Unis, George Washington University, où il a décroché un MBA. Élu député dès 1999, il a été nommé en 2003 ministre des Mines, de l'Équipement et des Télécommunications, le poste le plus juteux du gouvernement. Il s'est imposé alors comme le conseiller financier de son père. Faure est-il devenu pour autant le dauphin naturel ? Pas si simple.
Un autre fils du « vieux » a gravi assez vite les échelons du pouvoir. Seck Pacha. Né en 1968, il a fait des études moins longues que Faure, mais a tout de même obtenu un diplôme à la Southeastern University de Londres. Moins technocrate que Faure, il s'est lancé dans les affaires. En 1999, il a tiré le gros lot avec la direction de la Société d'administration des zones franches, SAZOF, l'une des meilleures rentes financières du Togo. Surtout, ce civil de formation a su gagner la confiance des militaires. Il est devenu le fils Gnassingbé le plus proche des principaux officiers du régime. À la mort du père, c'est donc le tandem Faure Pacha qui a verrouillé la succession en faveur du clan Gnassingbé. Le 5 février 2005, à la résidence de Lomé II, c'est devant Faure que les officiers du haut état-major ont prêté serment. Mais lors de cette cérémonie d'allégeance, Pacha figurait à la droite du nouveau président. 2 mois et demi plus tard, à la fin avril, c'est Faure qui a été proclamé officiellement vainqueur de la présidentielle. Mais Pacha a protégé son frère en coordonnant la terrible répression qui s'est abattue sur les manifestants de l'opposition. Bilan, au moins 400 morts selon l'ONU. Logiquement, le tandem Faure-Pacha s'est alors partagé le pouvoir, Faure président, Pacha super ministre de la Défense. À la question « Pourquoi avez-vous nommé votre frère à la Défense ?», Faure a répondu « Parce qu'il est compétent et parce que l'armée togolaise ne lui est pas inconnue. Il a fréquenté un collège militaire et il s'intéresse depuis longtemps à ce secteur. » Ce n'est qu'à partir de 2007 que les choses se sont gâtées entre les deux frères. En décembre 2007, 2 mois après les législatives gagnées par le régime, Faure a limogé Pacha de la Défense. Sans doute le président voulait-il voler de ses propres ailes. Le président gabonais, Omar Bongo Ondimba, doyen des chefs d'État du continent, rarement à court d'arguments pour réconcilier tous ceux qui sont en brouille, a tenté. En vain. Son homologue burkinabé, Blaise Compaoré, facilitateur du dialogue intertogolais, a lui aussi essayé. Sans plus de succès. Les amis de Gnassingbé et Eyadema, le défunt père des deux protagonistes, ne ménagent pas leur peine pour éviter que le conflit entre ces derniers ne dégénère. Le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, et son frère et ministre de la Défense, Pacha Gnassingbé, sont aujourd'hui en froid, comme on dit pudiquement. Le 1er novembre, à l'occasion de la fête de la Toussaint, toute la famille réunie autour de la sépulture du père a pu se rendre compte de l'état de dégradation des rapports entre les deux hommes. Tout juste ont-ils échangé un « bonjour » glacial que les seules circonstances ne pouvaient expliquer. Faure et Pacha ne se voient plus en dehors des séances du Conseil des ministres, ne s'appellent pas et ne dépassent pas le minimum exigé par le protocole entre un chef d'État et son ministre. Même si, officiellement, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes entre le président et son subordonné. Convoqué courant septembre à Ouagadougou, alors que tout Lomé bruissait de rumeurs de coup d'État, Pacha a dédramatisé et tout nié. Sous le feu nourri des questions de Blaise Compaoré et de son ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, qui s'est beaucoup occupé du dossier togolais et s'y investi encore, il a arrêté une ligne de défense et n'en a pas bougé. Je ne prépare aucun putsch contre Faure. J'ai certes des divergences avec lui sur la conduite du pays et du parti, mais je n'utiliserai pas la force. Les présidentielles de 1998 et 2003. Les élections, législatives ou présidentielles, qui sont organisées depuis la conférence nationale sont à leur tour discréditées par de graves irrégularités, du recensement à la distribution des cartes d'électeurs, en passant par le déroulement même du scrutin et la centralisation des résultats. Les membres de la famille d'Eyadema sont toujours placés au poste stratégique. Le RPT, parti au pouvoir, s'assure du contrôle des institutions nationales, ce qui lui permet de réformer les codes et la Constitution dans le but d'éliminer les possibilités pour l'opposition de s'imposer sur la scène politique. Les élections présidentielles de 1998 se déroulent suivant cette mécanique bien huilée. Alors que les bulletins des Togolais se sont massivement portés sur Gilchrist Olympio, l'armée interrompt le dépouillement pour l'organiser elle-même à huis clos. Eyadema est déclaré vainqueur. Les protestations sont
comme à l'accoutumée, violemment étouffé. Le chef de l'État togolais s'engage alors à respecter la Constitution, qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Mais le Parlement supprime cette disposition afin de donner au dictateur la possibilité de se présenter une nouvelle fois. En mai 1999, Amnesty International publie un rapport accablant qui suscite la colère d'Eyadema, notamment parce qu'il dénonce plus de 100 exécutions extrajudiciaires commises par le régime. En juillet de la même année, Jacques Chirac, de passage au Togo, prend fait et cause pour le dictateur en déclarant, au sujet de l'enquête d'Amnesty International, qu'il s'agit, dans une certaine mesure, d'une opération de manipulation. Diverses modifications de la Constitution et du Code électoral verrouillent encore davantage le scrutin présidentiel de 2003. Une clause de résidence permet d'écarter Gilles-Christ Olympio, réfugié à l'étranger. Eyadema se représente à la présidence, contrairement à sa promesse solennelle. En France, l'association Survie sa campagne France au Togo, pour une politique respectueuse des peuples et fait pression sur les autorités françaises pour qu'elles refusent de cautionner une nouvelle mascarade électorale. En vain. Gnassingbé Eyadema meurt le 5 février 2005, victime des conséquences d'une crise cardiaque subie le matin même dans sa ville natale de Pilla, à bord du Boeing 707 présidentiel, qui l'a mené en France pour des soins appropriés. Son fils, Faure Gnassingbé lui succède dans un bain de sang. Il est réélu en 2010, à l'issue d'une nouvelle mascarade électorale, après avoir fait modifier la Constitution pour imposer le scrutin uninominal à un tour à la présidentielle. Le clan Eyadema est toujours au pouvoir au Togo et s'apprête à rempiler, à l'issue de la présidentielle du 15 avril 2015. Chez les enfants de Gnassingbé Eyadema, le président défunt du Togo, les frères, même père, même mère, sont rares. En revanche, les demi-frères et les demi-sœurs sont légion. Pas loin d'une centaine, s'il faut en croire les sources les plus généreuses. Bien entendu, le plus connu est Faure, le chef de l'État togolais depuis 2005. Mais du vivant de Gnassingbé Eyadema, Faure n'était pas assuré de lui succéder. Très tôt promis aux plus hautes fonctions, Faure Gnassingbé a travaillé son « image », adoptant le jargon de la globalisation libérale, affectant un profil technocratique plus policé que celui de son géniteur. Pourtant la fraude, le pillage, la répression, le recours aux milices restent les marques de fabrique de ce régime. La différence ? Le général Eyadema avait le sens du clan. Son fils fait tomber les têtes jusque dans le premier cercle. Accusé d'avoir fomenté un coup d'État en 2009, Pacha Gnassingbé, ministre de la Défense et demi-frère du président, a été condamné, en 2011, à 20 ans de prison. Il est pire que son père, assure Jean-Pierre Fabre, candidat de l'opposition aux élections présidentielles de 2010 et 2015. Ces mascarades électorales n'ont jamais apporté à Faure Gnassingbé ni l'assise ni la légitimité espérée. Alors le président togolais corrompt, manipule, entretient les tisons d'une crise politique qui menace aujourd'hui de le brûler. Depuis 2 mois, ni les promesses de transition démocratique, ni la répression féroce de forces de sécurité épaulées par des coopérants militaires et policiers français ne semblent en mesure d'endiguer la colère des Togolais. À l'origine, c'est Ernest, un aîné de Faure, qui semblait être le dauphin désigné. Militaire de carrière, Ernest était l'homme de confiance de Gnassingbé Eyadema dans les années 90. Face à une opposition requinquée par la chute du mur de Berlin, 1989, et le sommet de la Baule, 1990, Ernest aidait son père à garder le pouvoir par tous les moyens, y compris par la violence, répression des manifestations de l'opposition en 1991 et 1993, attentat contre Gilles-Christ Olympio en 1992. Mais Ernest Gnassingbé a été victime d'une attaque cérébrale qui l'a laissé hémiplégique. Depuis les années 2000, Faure est donc devenu le fils le plus en vue de la famille. Né en 1966, Faure a fait des études d'économie en France, Paris-Dauphine, et aux États-Unis, George Washington University, où il a décroché un MBA. Élu député dès 1999, il a été nommé en 2003 ministre des Mines,
de l'équipement et des télécommunications le poste le plus juteux du gouvernement. Il s'est imposé alors comme le conseiller financier de son père. Faure est-il devenu pour autant le dauphin naturel? Pas si simple. Un autre fils du « vieux » a gravi assez vite les échelons du pouvoir. Seck Pacha. Né en 1968, il a fait des études moins longues que Faure, mais a tout de même obtenu un diplôme à la Southeastern University de Londres. Moins technocrate que Faure, il s'est lancé dans les affaires. En 1999, il a tiré le gros lot avec la direction de la Société d'administration des zones franches, SAZOF, l'une des meilleures rentes financières du Togo. Surtout, ce civil de formation a su gagner la confiance des militaires. Il est devenu le fils Gnassingbé le plus proche des principaux officiers du régime. À la mort du père, c'est donc le tandem Faure-Pacha qui a verrouillé la succession en faveur du clan Gnassingbé. Le 5 février 2005, à la résidence de Lomé II, c'est devant Faure que les officiers du haut état-major ont prêté serment. Mais lors de cette cérémonie d'allégeance, Pacha figurait à la droite du nouveau président. 2 mois et demi plus tard, à la fin avril, c'est Faure qui a été proclamé officiellement vainqueur de la présidentielle. Mais Pacha a protégé son frère en coordonnant la terrible répression qui s'est abattue sur les manifestants de l'opposition. Bilan, au moins 400 morts selon l'ONU. Logiquement, le tandem Faure-Pacha s'est alors partagé le pouvoir, Faure président, Pacha super ministre de la Défense. À la question « Pourquoi avez-vous nommé votre frère à la défense ?», Faure a répondu « Parce qu'il est compétent et parce que l'armée togolaise ne lui est pas inconnue. Il a fréquenté un collège militaire et il s'intéresse depuis longtemps à ce secteur. » Ce n'est qu'à partir de 2007 que les choses se sont gâtées entre les deux frères. En décembre 2007, 2 mois après les législatives gagnées par le régime, Faure a limogé Pacha de la Défense. Sans doute le président voulait-il voler de ses propres ailes. Le président gabonais, Omar Bongo Ondimba, doyen des chefs d'État du continent, rarement à court d'arguments pour réconcilier tous ceux qui sont en brouille, a tenté. En vain. Son homologue burkinabé, Blaise Compaoré, facilitateur du dialogue intertogolais, a lui aussi essayé. Sans plus de succès. Les amis de Gnassingbé et Yadema, le défunt père des deux protagonistes, ne ménagent pas leur peine pour éviter que le conflit entre ces derniers ne dégénère. Le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, et son frère et ministre de la Défense, Pacha Gnassingbé, sont aujourd'hui en froid, comme on dit pudiquement. Le 1er novembre, à l'occasion de la fête de la Toussaint, toute la famille réunie autour de la sépulture du père a pu se rendre compte de l'état de dégradation des rapports entre les deux hommes. Tout juste ont-ils échangé un « bonjour » glacial que les seules circonstances ne pouvaient expliquer. Faure et Pacha ne se voient plus en dehors des séances du Conseil des ministres, ne s'appellent pas et ne dépassent pas le minimum exigé par le protocole entre un chef d'État et son ministre. Même si, officiellement, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes entre le président et son subordonné. Convoqué courant septembre à Ouagadougou, alors que tout Lomé bruissait de rumeurs de coup d'État, Pacha a dédramatisé et tout nié. Sous le feu nourri des questions de Blaise Compaoré et de son ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, qui s'est beaucoup occupé du dossier togolais et s'y investi encore, il a arrêté une ligne de défense et n'en a pas bougé. Je ne prépare aucun putsch contre Faure. J'ai certes des divergences avec lui sur la conduite du pays et du parti, mais je n'utiliserai pas la force. Les présidentielles de 1998 et 2003. Les élections, législatives ou présidentielles, qui sont organisées depuis la conférence nationale sont à leur tour discréditées par de graves irrégularités, du recensement à la distribution des cartes d'électeurs, en passant par le déroulement même du scrutin et la centralisation des résultats. Les membres de la famille des Yadema sont toujours placés au poste stratégique. Le RPT, parti au pouvoir, s'assure du contrôle des institutions nationales, ce qui lui permet de réformer les codes et la Constitution dans le but d'éliminer les possibilités pour l'opposition de s'imposer sur la scène politique.
Les élections présidentielles de 1998 se déroulent suivant cette mécanique bien huilée. Alors que les bulletins des Togolais se sont massivement portés sur Gilchrist Olympio, l'armée interrompt le dépouillement pour l'organiser elle-même à huis clos. Eyadema est déclaré vainqueur. Les protestations sont, comme à l'accoutumée, violemment étouffées. Le chef de l'État togolais s'engage alors à respecter la Constitution, qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Mais le Parlement supprime cette disposition afin de donner au dictateur la possibilité de se présenter une nouvelle fois. En mai 1999, Amnesty International publie un rapport accablant qui suscite la colère d'Eyadema, notamment parce qu'il dénonce plus de 100 exécutions extrajudiciaires commises par le régime. En juillet de la même année, Jacques Chirac, de passage au Togo, prend fait et cause pour le dictateur en déclarant, au sujet de l'enquête d'Amnesty International, qu'il s'agit, dans une certaine mesure, d'une opération de manipulation. Diverses modifications de la Constitution et du Code électoral verrouillent encore davantage le scrutin présidentiel de 2003. Une clause de résidence permet d'écarter Gilchrist Olympio, réfugié à l'étranger. Eyadema se représente à la présidence, contrairement à sa promesse solennelle. En France, l'association Survie lance sa campagne France au Togo, pour une politique respectueuse des peuples et fait pression sur les autorités françaises pour qu'elles refusent de cautionner une nouvelle mascarade électorale. En vain. Gnassingbé Eyadema meurt le 5 février 2005, victime des conséquences d'une crise cardiaque subie le matin même dans sa ville natale de Pilla, à bord du Boeing 707 présidentiel, qui l'amenait en France pour des soins appropriés. Son fils, Faure Gnassingbé lui succède dans un bain de sang. Il est réélu en 2010, à l'issue d'une nouvelle mascarade électorale, après avoir fait modifier la Constitution pour imposer le scrutin uninominal à un tour à la présidentielle. Le clan Eyadema est toujours au pouvoir au Togo et s'apprête à rempiler, à l'issue de la présidentielle du 15 avril 2015. Chez les enfants de Gnassingbé Eyadema, le président défunt du Togo, les frères, même père, même mère, sont rares. En revanche, les demi-frères et les demi-sœurs sont légion. Pas loin d'une centaine, s'il faut en croire les sources les plus généreuses. Bien entendu, le plus connu est Faure, le chef de l'État togolais depuis 2005. Mais du vivant de Gnassingbé Eyadema, Faure n'était pas assuré de lui succéder. Très tôt promis aux plus hautes fonctions, Faure Gnassingbé a travaillé son « image », adoptant le jargon de la globalisation libérale, affectant un profil technocratique plus policé que celui de son géniteur. Pourtant la fraude, le pillage, la répression, le recours aux milices restent les marques de fabrique de ce régime. La différence ? Le général Eyadema avait le sens du clan. Son fils fait tomber les têtes jusque dans le premier cercle. Accusé d'avoir fomenté un coup d'État en 2009, Pacha Gnassingbé, ministre de la Défense et demi-frère du président, a été condamné, en 2011, à 20 ans de prison. Il est pire que son père, assure Jean-Pierre Fabre, candidat de l'opposition aux élections présidentielles de 2010 et 2015. Ces mascarades électorales n'ont jamais apporté à Faure Gnassingbé ni l'assise ni la légitimité espérée. Alors le président togolais corrompt, manipule, entretient les tisons d'une crise politique qui menace aujourd'hui de le brûler. Depuis 2 mois, ni les promesses de transition démocratique, ni la répression féroce de forces de sécurité épaulées par des coopérants militaires et policiers français ne semblent en mesure d'endiguer la colère des Togolais. À l'origine, c'est Ernest, un aîné de Faure, qui semblait être le dauphin désigné. Militaire de carrière, Ernest était l'homme de confiance de Gnassingbé Eyadema dans les années 90. Face à une opposition requinquée par la chute du mur de Berlin, 1989, et le sommet de la Baule, 1990, Ernest aidait son père à garder le pouvoir par tous les moyens, y compris par la violence, répression des manifestations de l'opposition en 1991 et 1993, attentat contre Gilchrist Olympio en 1992. Mais Ernest Gnassingbé a été victime d'une attaque cérébrale qui l'a laissé hémiplégique. Depuis les années 2000, Faure est donc devenu le fils le plus en vue de la famille.
Né en 1966, Faure a fait des études d'économie en France, Paris-Dauphine, et aux États-Unis, George Washington University, où il a décroché un MBA. Élu député dès 1999, il a été nommé en 2003 ministre des Mines, de l'Équipement et des Télécommunications, le poste le plus juteux du gouvernement. Il s'est imposé alors comme le conseiller financier de son père. Faure est-il devenu pour autant le dauphin naturel? Pas si simple. Un autre fils du « vieux » a gravi assez vite les échelons du pouvoir. Seck Pacha. Né en 1968, il a fait des études moins longues que Faure, mais a tout de même obtenu un diplôme à la Southeastern University de Londres. Moins technocrate que Faure, il s'est lancé dans les affaires. En 1999, il a tiré le gros lot avec la direction de la Société d'administration des zones franches, SAZOF, l'une des meilleures rentes financières du Togo. Surtout, ce civil de formation a su gagner la confiance des militaires. Il est devenu le fils Gnassingbé le plus proche des principaux officiers du régime. À la mort du père, c'est donc le tandem Faure-Pacha qui a verrouillé la succession en faveur du clan Gnassingbé. Le 5 février 2005, à la résidence de Lomé II, c'est devant Faure que les officiers du haut état-major ont prêté serment. Mais lors de cette cérémonie d'allégeance, Pacha figurait à la droite du nouveau président. 2 mois et demi plus tard, à la fin avril, c'est Faure qui a été proclamé officiellement vainqueur de la présidentielle. Mais Pacha a protégé son frère en coordonnant la terrible répression qui s'est abattue sur les manifestants de l'opposition. Bilan, au moins 400 morts selon l'ONU. Logiquement, le tandem Faure-Pacha s'est alors partagé le pouvoir, Faure président, Pacha super ministre de la Défense. À la question « Pourquoi avez-vous nommé votre frère à la Défense ?», Faure a répondu « Parce qu'il est compétent et parce que l'armée togolaise ne lui est pas inconnue. Il a fréquenté un collège militaire et il s'intéresse depuis longtemps à ce secteur. » Ce n'est qu'à partir de 2007 que les choses se sont gâtées entre les deux frères. En décembre 2007, 2 mois après les législatives gagnées par le régime, Faure a limogé Pacha de la Défense. Sans doute le président voulait-il voler de ses propres ailes. Le président gabonais, Omar Bongo Ondimba, doyen des chefs d'État du continent, rarement à court d'arguments pour réconcilier tous ceux qui sont en brouille, a tenté. En vain. Son homologue burkinabé, Blaise Compaoré, facilitateur du dialogue intertogolais, a lui aussi essayé. Sans plus de succès. Les amis de Gnassingbé et Yadema, le défunt père des deux protagonistes, ne ménagent pas leur peine pour éviter que le conflit entre ces derniers ne dégénère. Le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, et son frère et ministre de la Défense, Pacha Gnassingbé, sont aujourd'hui en froid, comme on dit pudiquement. Le 1er novembre, à l'occasion de la fête de la Toussaint, toute la famille réunie autour de la sépulture du père a pu se rendre compte de l'état de dégradation des rapports entre les deux hommes. Tout juste ont-ils échangé un « bonjour » glacial que les seules circonstances ne pouvaient expliquer. Faure et Pacha ne se voient plus en dehors des séances du Conseil des ministres, ne s'appellent pas et ne dépassent pas le minimum exigé par le protocole entre un chef d'État et son ministre. Même si, officiellement, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes entre le président et son subordonné. Convoqué courant septembre à Ouagadougou, alors que tout Lomé bruissait de rumeurs de coup d'État, Pacha a dédramatisé et tout nié. Sous le feu nourri des questions de Blaise Compaoré et de son ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, qui s'est beaucoup occupé du dossier togolais et s'y investi encore, il a arrêté une ligne de défense et n'en a pas bougé. Je ne prépare aucun putsch contre Faure. J'ai certes des divergences avec lui sur la conduite du pays et du parti, mais je n'utiliserai pas la force. Où s'arrêtera cette lutte fratricide pour le pouvoir? Comment circonscrire cette crise familiale qui risque de mettre un terme au long règne des Gnassingbé sur le Togo? À quoi tient-elle?
Sans doute à la rivalité qui serait somme toute banale si elle ne mettait en jeu l'avenir du pays. À la personnalité différente aussi de deux frères qui ne manquent pas d'ambition, de deux fils de président que tout oppose, à commencer par la jalousie inspirée au cadet par les faveurs que, de son vivant, le père a faites à l'aîné. Faure, 54 ans, et Kpatcha, 51 ans, n'ont de commun que le nom qu'il porte. Le premier est réservé, discret et introverti, ce que Gnassingbé Eyadema a jugé être des qualités suffisantes pour faire de lui son homme de confiance, son missi dominici dans des missions délicates et un des ministres écoutés de son gouvernement. Le second est impulsif, expansif et brutal. Son défunt père, qui connaissait parfaitement chacun de ses enfants, ne lui confiait que des tâches en rapport avec l'usage de la force. D'où ses excellents rapports avec la haute hiérarchie de l'armée, avec laquelle il a exécuté de nombreuses missions. En avril 2009, il a été arrêté sur des soupçons de complot visant à renverser son frère. La maison de Kpatcha Gnassingbé a été prise d'assaut par les forces spéciales des élites, le 12 avril 2009, et 2 soldats auraient été tués dans la lutte contre la. Le but de l'agression a été officiellement déclaré à l'arrestation de personnes soupçonnées d'être impliquées dans un complot ou de saper la sécurité de l'État, et un certain nombre d'arrestations ont été signalées. Les soldats sont retournés à la maison de Gnassingbé le 14 avril, mais il n'était pas présent à l'époque. Gnassingbé a demandé l'asile au Royaume-Uni ambassade à Lomé le 15 avril, mais l'ambassade a refusé de lui accorder l'asile, et il a été arrêté sur les lieux par des soldats togolais. Selon le procureur de la République Robert Baquet, il y avait indices graves et concordants, indiquant que Kpatcha Gnassingbé était derrière un complot visant à renverser son frère fort. Baquet dit le 17 avril que les conditions de détention de Gnassingbé étaient acceptables et humaines. Il a également décrit Gnassingbé comme un citoyen respectable qui a servi la nation. Faure est ouvert au monde et a été formé à l'université de Paris-Dauphine, en France, puis aux États-Unis. Kpatcha est un produit du pays, à la formation plutôt sommaire. Ses références, le passage au collège militaire de Chichao, dans le nord du pays, au lycée de Kara, dans le fief paternel, puis au lycée technique de Lomé. Puis un séjour à la Southeastern University de Londres et un diplôme de Bachelor of Science, licencié S-Sciences, que d'aucuns lui contestent. Le président togolais a un certain sens de l'État, pour avoir collaboré très étroitement avec son père. Pour avoir également exercé, jeune, des fonctions gouvernementales. Le ministre de la Défense est, lui, plus porté sur les affaires, pour n'avoir évolué que dans des secteurs juteux, après avoir été directeur de la Société d'administration des zones franches, SAZOF, un paradis fiscal pour entreprises étrangères, son premier poste, il s'est fortement impliqué dans la gestion du port autonome de Lomé. Ce qui lui a permis de tisser de très forts liens avec les milieux d'affaires dans ce pays où tout s'importe. Le premier, gardien du patrimoine de la famille, est un gestionnaire pointilleux, jugé économe par plus d'un. Le second, connecté au réseau financier, est réputé dispendieux, surtout quand il s'agit d'entretenir ses amitiés au sein des forces de défense et de sécurité. Plus africain, plus chaleureux, le ministre de la Défense est réputé plus généreux et plus sociable que le chef de l'État. Ce qui lui vaut une réelle sympathie au sein de la famille, au village, et dans certaines sphères de l'État. Mais sympathie ne veut pas dire chèque en blanc. Les Gnassingbé ne veulent pas d'un affrontement ouvert qui risquerait de leur faire perdre le pouvoir et de les placer dans l'obligation de rendre des comptes après 40 ans de règne. Ils ne cessent de le répéter à l'occasion des conseils de famille qu'ils multiplient pour éviter que la crise entre les deux frères ne dégénère. Si les opinions divergent au sein de cette large fratrie, les plus en vue des frères sont, pour la plupart, du côté de Faure. À l'image du très politisé Gnassingbé, fondateur de Jeunesse en Mouvement, JEM, une association présente sur le terrain de la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes. Seul Toi, frère jumeau de Kpatcha, n'affiche pas un soutien clair au président. Est-ce pour cela qu'il est l'un des rares à ne rien avoir du côté de la présidence, pas même un poste de conseiller? Dans la fratrie Gnassingbé, un troisième homme a pris progressivement de l'importance. C'est Roch, un demi-frère qui cultive sa différence.
Roch est connu du grand public pour avoir présidé la Fédération togolaise de football au moment de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Querelle de primes, menace de grève de la part des joueurs? Roch a laissé à l'époque un très mauvais souvenir. Il a été éjecté de la fédération peu de temps après le mondial. Mais il en a repris la tête début 2009. En fait, l'essentiel n'est pas là. À la différence de Faure et de Kpatcha, Roch Gnassingbé est un militaire de carrière. Le seul militaire en activité dans la famille. Depuis 2005, il commande une unité de blindés à Lomé, et cette position lui donne une certaine liberté au sein du clan Gnassingbé. En avril 2005, malgré les demandes de Faure et de Kpatcha, il a refusé de faire sortir les blindés contre les manifestants de l'opposition. Le 12 avril dernier, il s'est déplacé personnellement chez Kpatcha pour faire cesser les tirs contre le domicile de son demi-frère. Peut-être lui a-t-il sauvé la vie. En tout cas, par ce geste, il a signifié à son autre demi-frère, le chef de l'État, qu'il y avait des limites à ne pas franchir au sein de la famille. Dans la grande fratrie des Gnassingbé, il faut encore retenir 3 noms. 1. Toyi, le frère jumeau de Kpatcha. Plus réservé que ce dernier, il se consacre aux affaires et a été nommé à la vice-présidence des Grands Moulins du Togo. 2. Essolizam, l'homme de confiance de Kpatcha. Homme d'affaires comme lui, il a été arrêté le 16 avril, 24 heures après son frère. 3. Omé, l'un des plus jeunes de la famille. Il a moins de 30 ans et est chargé de mission auprès de Faure à la présidence de la République. Bien entendu, le clan s'est renforcé grâce à de nombreux mariages. Une sœur, même père, même mère, de Faure a épousé le colonel Félix Abalo Kadanga. Or cet officier commande la FIR, force d'intervention rapide, et a mené l'assaut du 12 avril dernier contre le domicile de son beau-frère Kpatcha. Pour le commun des mortels, une querelle de famille peut dégénérer. 2 frères finissant par en venir aux mains à la fin d'un repas trop arrosé. Une sœur reniant son cadet et lui imposant des mois de silence. Mais, chez d'autres, et notamment dès que l'on touche au pouvoir suprême, les conséquences sont autrement plus graves et les rancunes deviennent tenaces. Ainsi, lorsque, en 2009, Kpatcha Gnassingbé est arrêté sur ordre de son frère, Faure, qui a succédé à leur père, Gnassingbé Eyadema, à la tête du Togo, il ne s'imagine pas qu'il lui faudra attendre mars 2023 pour retrouver un semblant de liberté et partir se faire soigner au Gabon. Récupérant le titre de « doyen des chefs d'États africains », après la mort de l'Ivoirien Houphouët-Boigny en 1993, Gnassingbé Eyadema cultivant à l'excès le soutien de la France, et il a su rebondir chaque fois que son pouvoir a été menacé par des tentatives de coup d'État réels ou imaginaires, une dizaine, et par les soubresauts d'une démocratisation chaotique entamée avec la Conférence nationale de juillet 1991. Mais celui qui aimait jouer les médiateurs dans des conflits africains n'a pas su se réconcilier avec ses concitoyens perçus comme « ennemis intérieurs », qu'il n'hésitait pas à mater, comme lors des présidentielles truquées de 1993, 1998 et 2003, dont il savait que le mode de scrutin le condamnait par avance. Celui qui était persuadé de détenir son pouvoir de Dieu est mort le 5 février 2005, laissant son fauteuil à l'un de ses fils, Faure Gnassingbé. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Veuillez suivre les vidéos d'autres personnalités et autorités africaines sur notre chaîne YouTube Planète Info TV.